quelques jours, il a reçu l'excellent prix littéraire des Deux Magots pour Château de Sable, son 9e roman. On dit que c'est celui de la consécration. Je suis heureux d'accueillir Louis-Henri de La Rochefoucauld. Bonjour monsieur. Bonjour à vous. Comme si le prix des Deux Magots ne suffisait pas, il y a les critiques élogieuses. Je cite Sébastien Lapaque. Il parle d'un roman d'une sensibilité, d'une drôlerie, d'une délicatesse et d'une élégance rares dans la littérature française. Vous êtes d'accord avec ce constat ? C'est trop, bien sûr. Allez, il s'agit d'un livre où le passé s'inscrit dans le présent. Et quel passé ? Exactement, c'est un livre qui navigue entre 1789 et 2018, puisque c'est l'histoire d'un homme qui est assez proche de moi, enfin qui est même quasiment moi, on y reviendra peut-être, et qui un soir d'ivresse dans un bar mystérieux croise un homme qui s'avère être le fantôme de Louis XVI, enfin une apparition de Louis XVI. Et via cette rencontre, on va pouvoir en effet voyager dans le passé, une période de l'histoire de France que certains trouvent héroïque et d'autres plus douloureuse. On va en parler tout de suite. Alors, vous l'avez dit, le narrateur de ce roman, sans nul doute, c'est vous ce jeune homme, descendant des rois de France, et, vous le dites, de Charles Ier d'Angleterre, et dont 14 de ses ancêtres, ont été guillotinés sous la Révolution. Et ça, c'est pas le roman, c'est la vérité. Non, alors en fait, c'est vrai que moi j'aime bien en littérature les écrivains qui jouent avec un double romanesque qui est assez proche d'eux-mêmes, ce qu'a fait Philippe Roth avec Nathan Zuckerman par exemple, ou ce qu'a fait François Weyrgans en France. Et là, il se trouve que comme en plus je voulais parler vraiment de choses réelles liées à ma famille, je ne pouvais que me faire apparaître moi-même sous mon vrai nom dans le livre, puisqu'en effet, ma famille a compté, alors non pas 14 guillotinés, puisqu'il y a eu différents sévices, mais 14 morts sous la Révolution. 14 victimes. Et voilà, 14 victimes. Et en effet, tout ce que je raconte, en tout cas concernant ma famille, est vrai. Est-ce que la vie de vos aïeux, elle pèse sur la vôtre ? Par votre nom, déjà, que il faut porter quand on s'appelle La Rochefoucauld, il faut porter 1000 ans d'histoire. Oui, mais alors, moi, à vrai dire, je ne dirais pas que ça me pèse sur les épaules. C'est plus, ça me permet d'avoir un peu des couloirs pour voyager dans le temps. Un peu comme le capitaine Haddock avec Rackham le Rouge, quoi. Ça permet d'avoir des portes d'entrée dans les siècles du passé. Donc, je sais qu'il y a des gens issus de vieilles familles pour qui c'est un fardeau et un poids. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, en tout cas, peut-être après avoir un peu réfléchi à toutes ces questions, c'est plus, je trouve, quand même une chance et une manière d'avoir un rapport assez poétique à l'histoire de France. Quand on s'appelle La Rochefoucauld, on pourrait prétendre à... Vous prétendez à rien. D'ailleurs, même le portrait que vous faites de vous est plus que de l'humilité. Je vous cite, « J'avais quelque chose de spectral. J'avais essayé de vivre ma vie, n'avais pas franchement réussi. » Êtes-vous, comme vous décrivez ce jeune père, un père paumé ? Alors après, peut-être que je surjoue un peu ça pour le livre. En plus, comme dans le livre, dans le livre, je parle de cette famille qui a eu beaucoup de victimes. En vérité, on n'aurait pas dû survivre. Donc c'est vrai que j'aime bien cette idée, que quelque chose s'est arrêté avec la Révolution et que maintenant on est une espèce de personnage un peu fantomatique. Bon, après, c'est aussi des questions de tempérament. J'aurais tout à fait pu être un banquier, un winner macronien. C'est pas mon tempérament. Vous avez été chroniqueur, vous êtes journaliste, chroniqueur, écrivain, et vous avez écrit dans GQ, qui n'est pas forcément le journal le plus anti-wokiste de la planète. C'est vrai. Alors, cela dit, j'y étais. Alors, tous les gens avec qui je travaillais à l'époque n'y sont plus. Non, c'est vrai que j'ai travaillé dans ce journal. Sinon, c'était Technicart. Technicart. Mais alors, Technicart, justement, c'est un journal tellement inclassable politiquement. Que bon, vraiment, les gens les plus farfelus y avaient leur place, quoi. Donc, d'ailleurs, le directeur de publication était un aristo, lui aussi. Et farfelu. Très farfelu. Je ne sais pas si vous connaissez. Je l'ai lu. Voilà, un certain Fabrice d'Orange-Chabot, que je salue à cette occasion. Et non, c'était vraiment un journal qui existe toujours aujourd'hui, qu'il faut différencier des Inrocks et tout ça. C'était pas du tout un journal militant. C'est vraiment un journal libre. Comme on apprend que c'est vous dans le narrateur, mais qu'il peut y avoir des notions surjouées ou un peu différentes, vous n'êtes pas si paumé que dans l'ouvrage, vous venez de nous le dire. Est-ce que le Louis-Henri du livre n'a pas, on le voit bien, il n'a pas de conviction politique, il n'est pas royaliste, il n'est pas bonapartiste non plus, pas attaché à la Ve République, pas attaché au mythe d'une France nouvelle née en 89, mais passionné par la révolte, notamment celle des Gilets jaunes. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous correspond ou c'est encore surjoué ?
Non, alors ce qui est vrai, c'est que moi j'ai eu l'idée de ce livre vraiment en septembre 2018. Et peu de temps après, il y a eu les Gilets jaunes. Et c'est vrai qu'il y avait eu ce slogan sur un mur de Paris, ressortez les guillotines. Il y avait une fausse guillotine sur un rond-point en Bretagne. Je me souviens d'un cortège comme ça aussi, on voyait Macron comme ça, maquillé en Louis XVI. Il y avait pas mal d'échos. Et c'est vrai que moi, en tout cas, le premier moment des Gilets jaunes m'a plu, quoi. Je trouvais qu'il y avait un côté... pour moi, c'était le village d'Astérix. Il y avait une espèce de panache gaulois comme ça qui tout d'un coup se réveillait. Et j'ai eu envie d'essayer de faire dialoguer la Révolution et ce moment finalement que moi j'ai 36 ans aujourd'hui, j'ai pas souvenir d'avoir connu ce genre de réveil, un peu de sursaut comme ça du panache français. Et donc ça m'intéressait de l'interroger, même si je pense qu'en effet c'est très différent de la Révolution, quoi. Je veux tout vous dire, nous avons des stagiaires à TV Liberté. Aliénor, elle a lu votre livre, elle est en terminale, elle a lu votre livre et elle s'est dit, et elle m'a dit, avant que vous arriviez, elle m'a dit, oui, en fait, c'est un royaliste de cœur, alors peut-être pas de raison, mais c'est un royaliste de cœur et il ne le dit pas, mais c'est ça. Elle se trompe? Franchement, je ne sais pas très bien, parce qu'en fait, il n'y a pas aujourd'hui vraiment de débouché politique. Donc, royaliste de cœur, moi, je veux bien prendre l'appellation, mais c'est vrai qu'on est du coup dans une espèce de dimension un peu parallèle. Moi, en tout cas, ce qui est vrai, c'est que politiquement, aucune offre politique ne me satisfait vraiment aujourd'hui. Donc un vrai royaliste. Voilà, je ne sais pas. Allez, parlons, puisqu'on parle de royaliste, parlons de Louis XVI. C'est quand même aussi le personnage de l'ouvrage. C'est vrai, vous avez dit que pendant les Gilets jaunes, vous avez entendu sortez les guillotines. Vous faites, vous, la connaissance donc, de ce mystérieux personnage, Louis Robinson. Il vit avec son épouse à l'île Saint-Louis, forcément à Paris. C'est Louis XVI qui réapparaît finalement à l'époque moderne. Exactement. Voilà, alors le pauvre vit un peu en cachet, en exil, sur une île, île Saint-Louis, bien sûr, quai de Bourbon, seule adresse possible pour lui. Et évidemment, il est un peu déphasé. Moi, je me suis amusé à les mettre en scène à l'âge qu'ils avaient quand ils sont important, morts. Bien sûr. Et pourtant, avec peut-être les stigmates, notamment pour Marie-Antoinette, un peu les stigmates de la souffrance. Oui, alors ce qui est vrai, un personnage qui a vieilli, jeune, mais déjà qui a vieilli. C'est vrai que Marie-Antoinette faisait vieille pour son âge, ce que disent les témoignages, puisqu'elle était malade quand même assez gravement. Et moi, c'est vrai que la Marie-Antoinette, avec ses cheveux de 2 mètres de haut et ses robes extravagantes, a son charme, mais moi, me touche moins que la Marie-Antoinette de la Conciergerie. Et dans mon livre, je mets en scène une Marie-Antoinette plus austère et plus mélancolique, qui est plus celle vraiment de la fin. On est plus proche du dessin d'avant son exécution, ce dessin noir et blanc qu'on voit tous. Ouais, exactement. Ouais. C'est un peu cela. C'est Marie-Antoinette qui est dans votre ouvrage, c'est celle-ci. Voilà, c'est ça pour moi. Et Louis XVI, il est tel qu'en lui-même. Et Louis XVI, en fait, j'ai l'impression que même à la fin de sa vie, il a gardé son côté assez débonnaire, puisque... Est-ce que c'est son valet Cléry qui raconte ça, ou son confesseur qui raconte en tout cas que la nuit avant dans son exécution, il a ronflé, il a visiblement dormi sereinement. Donc j'ai l'impression qu'évidemment, il a évolué au moment de la Révolution, etc., mais qu'il a gardé quand même cette nature, ce bon naturel. Vous avez beaucoup étudié Louis XVI, vous l'aviez déjà fait auparavant. Et l'idée dans l'ouvrage, est-ce que c'est, au-delà du romanesque, c'est de réhabiliter deux personnages historiques pour qui vous éprouvez une profonde affection, ou est-ce que c'est tout simplement de la nostalgie ? Alors, ce qui est vrai, c'est que ces deux personnages me plaisent et je trouve qu'ils sont très maltraités dans l'histoire nationale. C'est-à-dire que Marie-Antoinette, elle a été, entre guillemets, réhabilitée ces dernières années, mais on en a fait une image quand même très, très kitsch, c'est-à-dire une image publicitaire pour vendre des macarons, quoi. Pour moi, elle vaut mieux que ça. Et Louis XVI est quand même un grand oublié de l'histoire de France. C'est-à-dire que quand on regarde le nombre de livres qui ont été publiés sur Napoléon, par exemple, je dirais, c'est inépuisable. Et Louis XVI, finalement, alors il y a la bio de Jean-Christian Petit-Fils, qui moi était un peu la bio de référence qui m'a servi principalement. Mais il n'y a pas non plus 25... Voilà, Giraud de Coursac, bien sûr. Alors, il y a évidemment ce couple qui a publié, je ne sais pas, 30 livres. Ça, c'est vrai que c'est des gens, on dirait presque une nouvelle de Borges. C'est des gens qui, pendant 30 ans, n'ont fait qu'écrire sur Louis XVI à toutes les sauces, quoi. Donc, ils l'ont sauvé, quand même. Oui, alors je ne sais pas. Alors, je sais pas quelle place ils avaient dans les milieux historiques. J'ai l'impression qu'ils ont été
de plus en plus marginalisé. Peut-être qu'ils ont réussi à neutraliser l'image ouais. Officielle d'un Ouais. Louis XVI contre son peuple. Mais c'est vrai qu'il faut leur rendre hommage, en effet, parce qu'ils ont fait un sacré travail. Pas de nostalgie, pourtant vous dites au détour d'une page, je vous cite, hein, le présent étant par définition invivable, il ne reste plus que le passé à habiter. Oui, alors écoutez, comment commenter cette phrase Non, après, ce qui est vrai, c'est que mieux vaut revivre la Révolution aujourd'hui en rêve qu'à l'époque en direct, quoi. Parce que maintenant, c'est vrai que tout ça a aussi une couleur très poétique et très romanesque. Et, Vous faites intervenir un personnage de votre famille, votre aïeul, Liancourt de Rochefoucauld, grand maître de la garde-robe proche de Louis XVI, en la réalité, François duc de la Rochefoucauld, qui est un proche de Louis XVI. Et comme lui, vous décidez, en 2018, de vous mettre au service du roi, de travailler pour Louis XVI. Vous dites, j'avais des principes, désormais, ce serait Louis XVI ou rien. Oui, alors évidemment, il y a un truc un peu absurde. C'est plus que l'affection. Voilà, c'est des fans. C'est fan. Alors, ce qui est vrai, c'est que du coup, on a un lien de famille, puisqu'en effet, mon ancêtre en droite ligne avait une des charges les plus importantes à Versailles à l'époque. Et puis il est resté dans l'histoire pour une phrase. Ce n'est pas une révolte. C'est une révolte, non, c'est une révolution. Alors, certains disent que cette phrase est apocryphe. En tout cas, dans des textes qu'il a laissés, Liancourt lui-même raconte cette soirée où il va à Versailles. Et donc, je crois que c'est vers 1h du matin qu'il annonce sa prise de la Bastille à Louis XVI. Après, il a aussi essayé de faire évader Louis XVI. Il avait mis en place un plan que Marie-Antoinette a refusé de suivre. Je crois que Marie-Antoinette aimait moins Liancourt que Louis XVI. Et après, le pauvre Liancourt, son cousin Germain a été tué à Gisors, et donc lui a senti que sa tête était mise à prix. Il a dû, en 1792, partir pour l'Angleterre puis les États-Unis. Mais bon, il a été fidèle vraiment le maximum qu'il a pu faire, quoi. Alors même si vous précisez, vous n'êtes pas historien et que nous sommes dans une fiction, parce que nous restons dans une fiction, bien sûr. Louis XVI, retour en 2018, c'est une fiction. Mais vous faites un portrait, je trouve, tout en douceur, finalement, de Louis XVI, et quand même très loin des caricatures qui ont été propagées dans les livres scolaires depuis la Révolution honnêtement, jusqu'à maintenant. Une figure surestimée et mal aimée. J'ai l'impression que sous-estimé, pardon. Pour beaucoup de gens, Louis XVI, c'est une espèce de bibendum nigaud. Grand. Voilà, impuissant un peu en tout. Moi, je rappelle que c'était un très très grand lecteur, qui parlait notamment très bien l'anglais pour son époque, fin latiniste, et surtout un personnage que je trouve très très poétique dans son rapport, par exemple, à la mer, puisque c'était donc un grand fanatique du capitaine Cook, et un grand connaisseur de la marine. Il passait son temps comme ça à observer des cartes marines. Il a fini par aller à Cherbourg au début de sa trentaine. Enfin, je veux dire, c'est qu'un roi de France passionné par la mer ne voit la mer pour la première fois qu'à 32 ans. Cherbourg. Voilà, Cherbourg, c'est quand même un rapport au monde assez étonnant. Et par ailleurs, dans le livre, je l'ai appelé Louis Robinson parce qu'il adorait aussi Robinson Crusoe, qu'il a traduit quand il était enfant. Et ouais, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, sans doute, n'était pas fait... Enfin, c'est sûr que ce n'était pas un fauve politique, comme on dirait si j'étais journaliste au Point ou je ne sais où. Sans doute qu'il n'était pas l'homme de la situation. Mais justement, ça en fait un personnage assez aussi, un peu à la Chaplin, quoi, assez... un peu à côté de ses pompes et donc attachant. Dans le côté fan, vous allez plus loin, parce que si Louis XVI hante l'histoire de France, c'est aussi le cas de la reine Marie-Antoinette, vous en avez parlé à l'instant. À vos yeux, c'est une femme qui a fait preuve d'un courage, je vous cite encore, chevaleresque, martyre chrétienne, jetée dans la fosse aux lions. Alors écoutez, moi il y a un livre que j'aime beaucoup. Ça fait un peu beaucoup, non, honnêtement. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un livre que j'aime beaucoup de Léon Bloy qui s'appelle La Chevalière de la Mort. Mais alors justement, lui, l'angle de son livre, c'est de montrer que c'est pas quelqu'un de surnaturel non plus. C'est une femme entre guillemets normale, mais qui dans cette épreuve a fait preuve de ressources exceptionnelles. J'aime aussi beaucoup pour moi vraiment ma Marie-Antoinette, c'est celle de Léon Bloy et celle que Varesquiel a mis en scène dans son livre Juger la reine, où lui aussi il montre cette femme. Oui, qui a une maîtrise de soi peu commune. Et oui, c'est quelqu'un à laquelle finalement je me suis attaché, ouais. Est-ce que ce n'est pas la Révolution qui a permis à Marie-Antoinette de rester de toute éternité dans l'histoire de la France ?
Ah, vous voulez dire... je ne comprends pas votre question. Est-ce que vous voulez dire... Est-ce que c'est finalement par son comportement après les affres de la Révolution, à partir de 89, par son comportement, son attitude, qu'elle emporte l'adhésion et finalement le cœur des Français, aujourd'hui, il est acquis. Marie-Antoinette a été une grande reine qui, même si on y met des macarons à côté, reste un personnage positif de l'histoire de France. On n'a pas tant que ça. C'est vrai que c'est plus l'Autrichienne, c'est plus la mangeuse d'enfants. Oui, elle s'est débarrassée de sa légende noire, comme quoi finalement tout est possible. Dans ce rêve, le narrateur conserve un titre. Vous avez un titre que vous êtes attribué, un titre que d'autres auraient voulu avoir. Claude Goasguen, par exemple, titre de prince de Passy. Claude Goasguen, ancien député du 16e arrondissement, et là, vous êtes prince de Passy. C'est un quartier du 16e arrondissement de Paris, un quartier un peu privilégié. Et en fait, vous y avez un château. Alors là, c'est un château de sable, dans le parc du Ranelagh. C'est tout ce qui vous reste? Le nom et un château de sable? Alors, j'habite ce quartier de Passy, et donc en effet, pour la blague, je me suis amusé à ce que Louis XVI me donne cette principauté imaginaire. Et par ailleurs, c'est vrai qu'il y a un square où j'allais moi-même quand j'étais enfant et où j'emmène désormais mes jeunes enfants qui le Ranelagh. Endroit qui a un lien avec la famille royale, puisqu'il y avait avant un bal où se rendait Marie-Antoinette. C'est aussi là que Pilâtre de Rosiers, qui donc a été un des premiers à voyager en montgolfière, a fait un des premiers vols qui a atterri à côté du château de la Muette. Et donc ce livre s'appelle Château de sable parce qu'en effet, il y a une scène où j'emmène ma fille au square et elle me demande de lui construire un château. Et j'ai à ce moment-là cette vision un peu écrasante de château de famille, ou d'une époque où on construisait des vrais châteaux et où maintenant je suis là comme un père un peu de pacotille à construire un petit château avec mon râteau et mon seau. Je ne comprends pas très bien. La notion de château de sable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'il me reste aujourd'hui ne sont plus que des châteaux de sable, c'est-à-dire plus rien. Votre fille écrase d'ailleurs ce château. Ou est-ce que c'est que tous ces châteaux qui ont fait mon histoire, finalement, étaient que des châteaux de sable eux aussi, et n'ont pas empêché la Révolution, n'ont pas empêché les évolutions? D'abord, je trouve que finalement, Versailles, quand on voit des photos de Versailles de loin, il y a cette couleur un peu de sable. Ce n'est pas une pierre grise, c'est cette pierre un peu de sable. Et c'est vrai que en fait, je n'avais pas de titre pour mon livre, mais il y avait ce chapitre. Et en fait, j'aimais bien ce truc parce qu'il y a château, donc ce mot de château a cet aspect seigneurial. En même temps, c'est universel, les châteaux de sable. Il y a quelque chose d'enfantin et en même temps, il y a quelque chose de pascalien sur le fait, la vanité de tout, la fuite de tout. Et après, je ne sais pas, il y avait même aussi une métaphore avec l'écriture, c'est-à-dire que c'est pas, justement, ce livre ne s'appelle pas Pâté de sable, il s'appelle Château de sable parce qu'il y a l'idée d'essayer de reconstituer quelque chose en y mettant aussi du soin et en essayant de créer quelque chose de beau, même si on sait qu'après, tout ça sera pulvérisé dans l'oubli et dans... c'est un peu tout ça derrière ce titre. Quand vous avez étudié pendant aussi longtemps pour cet ouvrage, puis précédemment pour d'autres, cette période de la Révolution, 1789, est-ce que vous pensez aujourd'hui, on le dit souvent, on dit qu'on est dans un temps de révolution. Le président de la République actuelle, Emmanuel Macron, a lui-même écrit un ouvrage intitulé « Révolution ». Est-ce que vous sentez, à travers les Gilets jaunes, à travers les convois de la liberté, à travers les phénomènes sociaux, politiques, culturels qui se déterminent un peu partout en France, qu'on est dans ce temps de révolution ou pré-révolutionnaire? Alors, il y a d'un côté le marketing il y a d'un côté le marketing quand Macron en effet appelle son livre Révolution, je sais pas de quelle révolution il parle, mais bon, ça me paraît juste du marketing. Après, c'est vrai que vraiment au début des Gilets jaunes, il y a notamment quand il y a eu cet épisode avec Griveaux par exemple, qui s'enfuit. Voilà, et puis à l'Arc de Triomphe et tout, on sentait quand même une vraie colère. Après, c'est retombé assez vite. Je ne sais pas si ça va revenir. Parce qu'après, il y a eu ce truc étrange du Covid, des confinements. On a l'impression que tout était mis sous le tapis, que plus rien n'existait. Est-ce qu'il y a encore en France aujourd'hui la possibilité d'une vraie révolution? J'en suis pas sûr. Ça m'a amené à vous poser la question en 2022. Ouais. C'est une révolte ou une révolution? Et vous voilà obligé, comme votre aïeul. C'est une bonne question. C'est une bonne question.
j'ai l'impression quand même que on est dans un monde tellement désabusé aujourd'hui que cette fièvre-là n'est plus vraiment possible, mais on verra. Hein. Peut-être que l'avenir me donnera tort et que. Mais à vrai dire, en plus, moi-même, je ne le souhaite pas vraiment. C'est-à-dire que je ne souhaite pas que la tête de M. Castex fasse le tour des rues de Paris. Parce que c'est vrai, quand on se repenche sur la Révolution, il s'est passé des scènes tellement ahurissantes. Enfin, on se demande comment ça a pu être possible. Ça ne me paraît pas imaginable aujourd'hui. Mais, Comment Louis XVI avait réussi à créer une telle haine? Et elle, une telle haine? C'est très mystérieux parce que donc ce fameux voyage à Cherbourg, qui quand même juste avant la Révolution, il y va, il est plutôt acclamé sur son passage et c'est très étonnant d'ailleurs parce qu'il envoie des lettres à Marie-Antoinette où il dit quelle chance j'ai d'avoir un peuple pareil qui m'aime tant, je suis le roi le plus heureux de la terre, etc. Et 2-3 ans après, il y a cette haine. Après, je pense qu'à partir du moment Entretenue, préparée? Oui, alors ce qui est vrai, c'est quand même le pauvre... Par les réseaux sociaux de l'époque, les libelles. Les libelles, je pense que sa famille n'a pas non plus été extrêmement généreuse envers lui. Je veux dire, c'est aussi bien ses frères que son cousin, dont le surnom m'échappe, Philippe Égalité, voilà. Toutes ces espèces... Enfin, il y avait vraiment des forces assez noires quand même contre lui. C'est vrai que finalement, il a été peu soutenu. On va terminer par un autre sujet. Vous avez quitté votre famille et votre principauté de Passy pendant au moins 3 jours et 3 nuits. Vous êtes allé en compagnie de nombreux écrivains à la rencontre des quarantaines de jeunes chanoines qui mènent une vie de prière à l'ombre des bâtiments de l'abbaye de la Grâce. Quel était le but de ce voyage pour vous et pour l'ensemble de ces écrivains dans lesquels figurent Bruckner, Sylvain Tesson, Camille Pascal, Beigbeder, Jean-Marie Roy, Gisbert, Lapac, Thibaut de Montaigu, vous-même, Boualem Sansal, Simon Liberati et Xavier Darcos. Alors il y avait à la fois des buts très pratiques et plus spirituels. C'est-à-dire que concrètement, les droits d'auteur de ce livre doivent C'est un livre qui est sous la responsabilité de Nicolas Dia et qui raconte ces 3 jours et 3 nuits. Vous avez passé successivement à l'abbaye de la Grâce. Exactement. C'est en effet Nicolas qui m'a généreusement proposé d'y participer. Donc je dis des buts très pratiques et que les droits d'auteur de ce livre servent à aider la rénovation de l'abbaye. Après, il se trouve que c'est vrai que les chanoines de la Grâce sont pour beaucoup quand même des gens très intellectuels. Et dont certains suivent de très près l'actualité littéraire. Donc je crois qu'eux étaient curieux d'accueillir des écrivains. Et du côté des écrivains, c'est une expérience, c'était une expérience qui ne se présente pas tous les jours, puisqu'on n'était pas à l'hôtellerie de l'abbaye. Hein. Il faut préciser on était vraiment dans des cellules de chanoines. On prenait nos repas au réfectoire, on a même pu assister au chapitre. Donc on était vraiment... au cœur. Voilà, au cœur. C'est une expérience gonzo, même si ça ne s'applique pas, même si ça ne s'applique pas forcément à la Grâce. Et voilà, moi j'étais ravi de vivre cette expérience, qui était en fait assez intense. C'était pas du tout des vacances, parce qu'en fait, moi je suis allé à plusieurs offices, mais aussi dans la journée, on s'entretenait avec les différents chanoines. Et donc finalement, c'était une expérience de discussion dans un cadre superbe. Et un monde qui n'est pas désabusé, lui. Non, et alors une communauté très dynamique, puisqu'il y a c'est un peu comme la communauté Saint-Martin, c'est-à-dire que ça crée vraiment des vocations, de jeunes qui vont, et d'année en année, il y a de plus en plus de chanoines. Et comme les travaux de rénovation avancent bien, en plus l'abbaye elle-même renaît, donc c'est plutôt un lieu qui est en plein développement. Ouais. Les deux magots se trompent rarement dans les prix qu'ils distribuent et ils ont eu raison cette année encore plus que d'habitude avec cet ouvrage que je vous conseille de lire, Château de Sable. Vous le trouverez bien évidemment sur la boutique officielle de TV Liberté, sur le site tvliberté.com. Vous en avez pris l'habitude. Louis-Henri de La Rochefoucauld, merci beaucoup d'être passé à TV Liberté. Merci à vous.